Salam alaikum, bonjour tout le monde, marhaba bikoum à nouveau dans ces vidéos pour continuer le sujet de la dernière fois, de la semaine dernière. Donc je vous rappelle que on a abordé le sujet de la prospérité de la ville de Tlemcen. On a détaillé le système administratif de Tlemcen et comment les rois zianides ont vu ou là comment ils ont structuré leur état dans la capitale était Tlemcen bien sûr. Alors, donc une question avant de continuer le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu une question la semaine dernière, c'était sur les Mérinides et les Zianides, les origines. Donc, les Mérinides et les Zianides sont issus de la même fratrie, c'est-à-dire la Qabilat Banu Wassin. Et هاد القبيلة c'était bon c'est des tribus à Mazir évidemment. Donc هاد القبيلة كانت متواجدة ولا elle était vers la région تاع l'est d'Algérie. ودابخي دي زيستوريان قال لك كي جاو القبائل بنو هيلة العرب لما كنت حضرت لكم على ليستوار نتاعهم كيسمح لهم الخليفه الفاطمي وقطع لهم ارض مور النيل savoir après l'Égypte, donc جاو في le Maghreb où ils ont un petit peu repoussé ou là ils ont poussé un peu les tribus. Les tribus جاو elles se sont installées dans la région le sud oranais ou là les frontières algéro-marocaines. وكي سقطت الدولة الموحدية دونك هادو القبائل هذه قبيلة بنو عبد الواد خرجت وقبيلة زعما حبوا يرفدوا الحكم في تلمسان وقبيلة بنو مارين رفدوا الحكم في فاس وبنو حفص رفدوا الحكم في تونس دونك هذه ليستوار نتاعهم دونك سو كي سور سي كو Banu Marine Fas, donc c'est la même fratrie, hein, ils viennent de la même région, mais sauf qu'ils ont choisi deux capitales ou là deux territoires différents où elles ont été installées ou là elles ont choisi d'installer leur pouvoir. Donc ce qui est sûr c'est que Qabilat les Zianides ou la Banu Ziyan ou la Banu Abdelwad, elle avait une légitimité religieuse et elle avait une légitimité politique. Chose que les Mérinides n'avaient pas. Donc les Mérinides هما كانوا ما كانش عندهم شرعية كان عندهم بزاف الفتن وما كانش عندهم شرعية سياسية pour un petit peu absorber هذاك le manque واش عملوا ils se sont retournés vers الشرعية الروحية الدينية. Et pour cela, ils ont inventé, comme je l'ai dit dans l'article, ils ont inventé le shurfa, le mythe تاع الشرفة. دونك كامل الناس قاعده تجيب هكذا الشجر تاع الانساب وقاعد يقول لك انا شريف ما جو ديسون دو فاطمه الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة علي كرم الله وجهه اكسيتيرا اكسيتيرا ودخل فيها الناس كل واحد قاعد يجيب الشجره نتاعو يسو بريتون باسكو الشريف على لور ايبوك لير ميريني سي لير تاع الشرفه سي هذا الخريفه سي اون فو. C'est que parce que pendant leur dynastie, ils avaient besoin de ça. Et pour appuyer cette idée, Shrif, si tu es déclaré comme Shrif, c'est-à-dire tu regardes, ما تخدم ما والو ما تحارب ما تحط لي زامبو ما هادي ويخلصوك يعطيوك ان سالور وكانوا يحتفلوا بهم. Et c'est dans ce sens que deux mausolées ont été créés في المغرب. C'est le mausolée تاع إدريس الأكبر والموزولي تاع ولدو الملك إدريس الثاني ولدو اللي قال لك après 2 siècles ils ont retrouvé son corps intact etc etc. Mais ça c'est des légendes, c'est des mythes parce que toutes les fondations des dynasties ou la fondation la majorité des territoires les états et tout ils sont fondés sur des mythes, les mythes fondateurs, on les appelle les mythes fondateurs. Donc c'est une partie. وهذا علاش كي دخلوا لتلمسان qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu faire des mausolées. Parmi ces mausolées كان عندك تاع سيدي بومدين et bien sûr تاع سيد الحلوي. Et donc هذا ça fait partie des الخريفات ولا les inventions تاع les Banu Marine afin d'appuyer afin d'avoir une légitimité. وهذا ça se répercute sur par exemple sur la monnaie produite par les Banu Marine. Banu Marine au début de cette dynastie, la monnaie تاعهم il n'y avait aucun nom تاع un roi indiqué dessus. Donc ça veut dire, on dirait il y avait une certaine hésitation dans la fondation de cette... Parce que la monnaie c'est très important, ça libère l'économie, ou là ça te donne une puissance économique indépendante des autres. Donc هما كي عملوا la monnaie ما عملوش فيها الاسم في الاول au début, c'est après
كي جا بعد كما يعقوب المنصور الماريني ولا كي جا ابو الحسن ولا ابو عينان الفارس اللي بداو زعما يحطوا الاسومه etc. Mais ça c'était un peu plus tard. Et je rappelle aussi que la dynastie mérinide elle a existé je pense pendant seulement 2 siècles alors que les Zianides قريب 3 siècles. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que qui دخلوا Tlemcen pendant les quelques années اللي كانوا تماك في Tlemcen, donc leur pouvoir n'était pas très stable, et surtout que القبائل elle les a chassés. القبائل الأمازيغية اللي تم في Tlemcen elle les a chassés, ce qui prouve aussi qu'ils n'avaient pas une légitimité politique contrairement à la dynastie des Zianides اللي هي كانت متوضة والقوائم تاعها c'était solide متان, ce qui a permis à cette dynastie de prospérer beaucoup plus que la dynastie mérinide. وهذا علاش كانوا مغيرين منهم parce qu'à chaque fois ils les attaquaient parce que les Mérinides tout leur souci c'était les territoires, ce qui prouve qu'ils étaient un peu fragilisés, où là ils cherchaient, on essaye de chercher quelque chose pour prouver ou là pour légitimer notre pouvoir, et ça ils ont compris un peu du côté religieux, du côté des conquêtes, etc., etc. Donc nous continuons في l'histoire تاع la prospérité de Tlemcen, واليوم حنا ماشي نهضروا على les relations diplomatiques بين Tlemcen et l'Europe. بزاف نهضروا على تلمسان و par exemple مع les Mérinides etc. mais اليوم حنا on va se réorienter vers Tlemcen et l'Europe, ou Tlemcen et le commerce subsaharien, ou la route هذيك subsaharienne où Tlemcen avait une position clé في هاد le commerce ou là le business. Donc un petit rappel bien sûr. Donc Tlemcen était aussi un petit groupe de d'autres cités, une de celles qui avait des relations commerciales actives avec les États d'Afrique subsaharienne et les États chrétiens du Nord Méditerranée les plus puissants. Alors, sous la dynastie Abdelouadid, la principale route commerciale transsaharienne allait de Aoudaghost, c'est-à-dire le royaume de Ghana, et plus tard vers le XIIIe siècle, de Walata et Tombouctou jusqu'au grand centre commercial du Nord. À Sijil Massa, هذا le royaume de Sijil Massa ماجي à mi-chemin بين المغرب و le sud بين المغرب والألجيري, كان هذيك la région هذيك الحدود هذوك c'était le royaume de Sijil Massa. Donc à Sijil Massa dans Tefilelt sur la bordure du nord du Sahara. Donc Sijil Massa cependant était séparé de Marrakech et de Fès qui elle était mérinide, pour vous dire aussi comme quoi les choses n'étaient pas très simples au Maroc. Par la formidable barrière de Haut de Atlas et les ports de Safi, Salé, Arzila et Ceuta étaient tous sous le contrôle marinir. Tandis que la communication avec Tlemcen dans le Maghreb central, à 50 km seulement de la Méditerranée, bien sûr, Tlemcen était beaucoup plus facile et se faisait à travers les steppes facilement accessibles et hauts plateaux de l'intérieur. En conséquence, Tlemcen vint à occuper une position clé sur le grand axe commercial qui reliait le monde méditerranéen et le monde africain. De même que Sijil Massa était la porte du désert qui conduisait à l'Afrique subsaharienne, Tlemcen était pour les caravanes venant du sud la porte du bassin méditerranéen. Chose que les autres villes n'avaient pas, ou là, c'était pas aussi contrasté qu'à Tlemcen. Donc les caravanes qui arrivaient à Tlemcen en provenance du sud apportaient de l'ivoire, des plumes d'autruche, de la gomme, de l'encens, de l'ambre, mais surtout de l'or et des esclaves. Donc c'était les éléments de commerce les plus importants à cette époque. Donc ils échangeaient, faisaient du business, ils échangeaient contre des céréales, des tissus, du cuivre, de la verrerie, des drogues et des parfums. Certains de ces produits étaient importés d'Europe. Al-Maqarri, donc Al-Maqarri, le grand savant tlemceni Al-Maqarri, donc sa famille était une famille de commerçants. Donc il nous a laissé une description très intéressante des relations où là, à travers ses lettres, que ses ancêtres lui ont légué. Donc il a trouvé certains éléments très intéressants pour décrire le commerce entre Tlemcen, le Sahara, Tlemcen et la région Tlemcen et la Méditerranée du Nord. Donc il nous dit, donc le Maqarri qui écrivait au XVIe siècle nous laisse ce tableau suivant, basé sur les lettres familiales en sa possession des activités commerciales de certains membres de sa famille. Marchant à Tlemcen pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle,
Il nous apprend que leurs caravanes empruntaient la route de Sijil Massa et de Oulata en passant par Teresa et que pour assurer l'écoulement régulier des marchandises, on avait dû faire creuser de nouveaux puits le long de la route, organiser des convois avec d'autres groupes de marchands et recruter pour accompagner des guides qualifiés ainsi que les gardes armés. 5 petits-enfants du fondateur de cette famille de marchands formèrent une société avec 2 d'entre eux établis à Tlemcen, un à Sijil Massa pour servir d'agent de liaison et 2 à Oualata. Des membres de la communauté juive de Tlemcen jouèrent aussi un rôle actif dans le commerce avec le Sud. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et comme il vient de le dire, c'est vrai que la route transsaharienne, elle n'était pas très sécuritaire. Donc dans le livre, j'ai cité un article sur cette route où j'ai dit qu'il a fallu l'ulama pour assurer la sécurité ou la sécurisation de Hadik al-Tariq. Donc c'est là où le gouvernement les Mérinides et le gouvernement les Zianides ont participé activement ensemble pour sécuriser la route parce que ça représentait, c'était de l'argent, c'était la prospérité des 2 États et encore plus celui de Tlemcen. Donc il y avait des fois une caravane, elle mettait peut-être 3 mois, 4 mois juste à se préparer pour le départ, tellement les choses n'étaient pas très stables ou là كانوا يخافوا يمشيو في هذيك الطريق. Alors, les origines du commerce transsaharien sont obscures. On en trouve les premières traces dans les documents. Certains documents pendant la fondation de la Dawla Roussoumia en 761. Donc les marchands Tiaret n'étaient pas c'est vrai que les marchands donc ces documents ils décrivaient des relations entre le Ghana, Gao, Tiaret, mais il se pourrait que les marchands Tiaret n'étaient pas les premiers à emprunter ou les premiers à commercer avec l'Afrique subsaharienne. Probablement d'autres tribus, Amazir, que ce soit Msijil Massa, que ce soit Sahara et tout, qui faisaient ce genre de commerce. Oui, donc c'est vrai qu'il semble probable, même en l'absence de preuves certaines, que Tlemcen devint très tôt un des terminus nordiques de ce commerce. Peut-être pendant le 8e siècle, c'est-à-dire lorsque il y avait avec l'État اللي هضرت لكم عليه تاع أبو قرة الإفريني ولا الدولة الإفرينية في تلمسان. Et là j'ouvre une parenthèse. Oui, j'ouvre une parenthèse parce que elle concerne الدولة الإدريسية. C'est que souvent on nous dit que quoi les Idrissites sont venus, ils ont fondé un royaume à Tlemcen ou là ils ont fondé une dynastie à Tlemcen. C'est vrai, c'était Imarat al-Adarisa, mais Tlemcen avait déjà un royaume sur place, donc c'était pas des terres vierges où il y avait quelques tribus qui nous gardaient, ou là où Adarisa ils ont fondé ça. Non, c'est pas vrai. C'est que Abu Qura al-Ifrini, le chef Ifrini, c'est lui qui a donné le nom d'Agadir, l'ancien Tlemcen, donc ça veut dire qu'il y avait un état, il y avait complètement un état. Et en plus de ça, il y avait les Maghrawa sur place qui avaient aussi leur état. Ou menense ou j'tenais que Idriss bay'ouh bouya, c'est-à-dire votaw عليه en termes actuels. Donc ماشي جا où les choses étaient هكذا ما كان كاين والو جا il a fondé une dynastie. Non, c'est pas vrai, c'est que هو جا, c'est vrai بويع من طرف القبائل الأمازيغية وخلاص. Il faut que les choses soient très claires quand on parle d'Agadir, quand on parle de l'ancien Tlemcen, parce que souvent on pense que Tlemcen était comme ça, c'était même pas une ville, ou là c'était une bougade, marmeya ou là abandonnée. Et parmi les mythes fondateurs aussi sur la fondation de Tlemcen, je l'ai déjà indiqué dans la vidéo que j'ai abordée, c'était à la Pomaria. Donc il se pourrait que Pomaria aussi, l'histoire de Pomaria, comme quoi on a trouvé que c'était une terre romaine, chrétienne et tout. Ça se trouve que, surtout qu'il a fallu attendre les Français qu'ils viennent pour nous l'apprendre. Donc ça se trouve que ça aussi, ça fait partie des mythes fondateurs, ou là pour légitimer le pouvoir colonial en 1842 lorsque Tlemcen fut conquise définitivement.
Oui, donc plus tard, lorsque Tlemcen devint le centre politique du Maghreb central sous la dynastie Abdelouadid, les relations commerciales avec le Sud connurent une rapide expansion. En fait, les premiers Abdelouadid choisirent peut-être le Tlemcen comme capitale précisément pour profiter des revenus provenant du commerce transsaharien et pour porter plus loin ce dernier. Donc des marchands européens, donc c'est là où c'est intéressant parce que Tlemcen avait de très très bons rapports avec les marchands européens, avec les marchands de la Méditerranée du Nord, contrairement aux autres villes. C'est-à-dire que Tlemcen, elle était beaucoup plus, le commerce était beaucoup plus large. Donc les Mérinides c'était l'Espagne, c'est-à-dire Aragon et Castille, le Tunis c'était la Sicile et l'Italie, mais Tlemcen c'était beaucoup plus large, c'était beaucoup plus diversifié. Et c'est ça qui fait la beauté et la richesse Tlemcen et son histoire, et surtout d'un point de vue ethnique, parce que beaucoup de... Rappelez-vous, Caesarea, c'était le marchand des Francs, là, le marchand des chrétiens, le marché des Francs, le marché des chrétiens, donc c'est là où il venait. Donc il y avait des contacts très intéressants à tous les niveaux sur la capitale tlemcenienne. Donc les marchands européens de Gênes, Pise et Marseille et des royaumes d'Aragon et Cassis visitaient fréquemment les ports côtiers du Maghreb central, surtout Honaï. Honaï تاع تلمسان mais aussi Taout, Mazagran, Mustaghanem, Tnis, Berjek, Tchetchal et Alger avant la création de l'État Abdelouadid. Tous s'empressèrent d'établir des liens avec le nouveau pouvoir de Tlemcen. Contrairement à l'État mérinide, dans lequel ils voyaient une projection de la Cassie et au royaume hafside qui avait des liens étroits avec la Sicile, le sultanat Abdelouadid ou la Zianide était aux yeux des Européens une partie du monde africain. Sa capitale était le terminus nordique du grand axe commercial qui conduisait au mystérieux Eldorado africain. Donc, peu de marchands européens pénétrèrent au sud jusqu'à Sidi el Massa. La majorité d'entre eux se contentaient de s'établir à Tlemcen, où ils trouvaient un commerce bien organisé en affaires prospères, comprenant des marchands musulmans et juifs qui eux-mêmes faisaient du négoce avec l'Europe. Et ça, c'est très important, et ça, on l'oublie souvent de le citer. Mais là, vous avez toutes les informations pour essayer il y a certains, c'est vrai, on manque de documents, il y a des fragments d'indices ou là, même ça, les archives espagnoles, par exemple, indiquent souvent les relations, les relations diplomatiques commerciales entre Tlemcen et l'Andalousie ou là, le Majorque, c'est-à-dire les îles Baléares et tout, etc., etc. Donc au début du territoire, de l'histoire du sultanat Abdelouadid, des marchands originaires du royaume d'Aragon arrivèrent à dominer le commerce entre Tlemcen et l'Europe. Et la pénétration commerciale et financière des Catalans dans l'État Abdelouadid au XIIIe et XIVe siècle a été étudiée en détail. Donc ça, vous le trouvez dans un travail de Dufour, je pense, en 1966, où Tlemcen et les relations... Je l'ai cité dans mon livre de toutes les façons. Si vous avez de la chance de l'avoir, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Donc, depuis le début du XIIIe siècle, les États chrétiens de l'Ouest méditerranéen avaient de puissantes visées commerciales sur le Maghreb, mais peu d'entre eux avaient les mêmes avantages qu'Aragon. Contrairement à ses rivaux italiens, l'Aragon et la Cassie et le Portugal avaient derrière lui des siècles d'expérience de relations économiques, politiques et culturelles étroites avec le Maghreb, et en dépit des progrès de la Reconquista, ces États demeuraient intellectuellement et culturellement proches de leurs voisins musulmans du sud du bassin méditerranéen. Mais la puissance de la Castille était essentiellement sur terre, et le Portugal pour sa part avait tourné le dos à la péninsule et à la Méditerranée. L'Aragon en revanche, s'il jouait un certain rôle dans les affaires de la péninsule, était aussi une grande puissance commerciale, possédait une puissante flotte marchande basée sur les ports prospères de Barcelone, Valencia et Palma, et la Méditerranée était sa zone d'activité naturelle. La position géographique des territoires placés sous le contrôle aragonais, en particulier la position stratégique de l'île de Majorque, conquise en 1230, favorisait le développement de liens commerciaux avec les sultanats du Maghreb. Le succès des marchands catalans dans le Maghreb en général et dans l'État Abdelouadid en particulier avait encore d'autres raisons. Les souverains aragonais s'intéressaient particulièrement aux activités commerciales de leurs sujets et les encourageaient, voyant en elles un élément essentiel de la puissance et de l'influence du royaume. En fait, l'importance du commerce était connue par toutes les sections de la société catalane, presse, nobles, bourgeois, gens du peuple, chrétiens, juifs, musulmans, le roi lui-même. Tous
avait une part dans les aventures commerciales. Bien plus, dès le début du XIIIe siècle, le commerce était devenu beaucoup plus que la guerre, le moyen par lequel les Aragonais cherchaient à étendre leur influence politique sur le Maghreb, et en particulier sur le sultanat de Tlemcen, porte ouverte sur la richesse de l'Afrique subsaharienne. On a également estimé qu'au début du XIIIe siècle, à peu près 40% de la population d'Aragon, particulièrement à Valencia et à Majorque, était composée de musulmans. Et comme les désaccords se multipliaient entre les deux communautés religieuses et de nombreux musulmans s'empressèrent d'émigrer au Maghreb, cette situation fut utilisée comme moyen de pression sur le sultanat du Maghreb, sensible à la condition faite à leur corps religionnaire d'Aragon, afin d'obtenir des concessions. Confrontés à une succession de révoltes musulmanes au XIIIe siècle, les souverains d'Aragon étaient eux-mêmes fort désireux de trouver un moyen de faciliter le départ de leurs sujets musulmans gênants, entre guillemets bien sûr, mais le facteur le plus important était le fait que de nombreux marchands de Barcelone et de Majorque étaient des juifs qui avaient l'avantage d'avoir des liens très étroits avec la communauté juive qui faisait déjà du négoce sur place, en particulier de l'or dans le Maghreb et dans le site de Massa. C'est par l'intermédiaire des relations étroites qui existaient entre les juifs de Barcelone, de Majorque, de Tlemcen, de Sidi el Massa, qu'un contact sûr et direct puisse s'établir et se maintenir entre l'Aragon et l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est très important parce que il nous envoie vers vous vous rappelez quand j'ai abordé le sujet de la reconquista, comme les premiers, ceux qui ont exilé le premier, ceux qui ont été chassés en premier, ceux qui ont émigré en premier de l'Andalousie vers l'Afrique, vers la côte méditerranéenne, c'était surtout des gens qui avaient des contacts sur place, il y avait des relations commerciales, des relations culturelles, intellectuelles, donc c'était plus facile pour eux de venir, de s'installer en premier. Et surtout, ils avaient de l'argent et les moyens pour faire ce voyage. Alors que les pauvres, qui nous ont abandonnés, à leur sort, ils ont été forcés au christianisme et ils n'ont pas pu atteindre le Maghreb ou la côte méditerranéenne. Alors, donc ça c'était le business ou là le commerce entre Tlemcen ou là le Maghreb de manière générale avec la couronne espagnole d'Aragon ou là de Castille. Alors, il faut rappeler que par rapport à Tlemcen, on va maintenant aborder comment Tlemcen a réussi et à partir de quand Tlemcen a réussi de mettre en place ses relations diplomatiques. Et là, on va souligner l'effort ou l'intelligence de Yarmour Hassan ibn Ziyad, le fondateur du royaume ou la dynastie des Ziyanides. Donc le premier contact diplomatique entre la couronne d'Aragon et le sultanat d'Abdul-Wahid dans l'existence ne soit connu que à partir de 1250, quand Yarmour Hassan envoyait un ambassadeur qui s'appelle Abu Arlan à Barcelone. Donc ça c'est très intelligent. Donc Yarmour Hassan il voulait devenir indépendant, il voulait avoir son état, son propre état. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut lancer des relations diplomatiques. Donc il envoie des ambassadeurs. Parmi ces ambassadeurs, de Abu Arlan, il a envoyé à Barcelone. Il semble que ces négociations entre Yarmour Hassan et Jacques le Conquérant, c'était le roi à l'époque à Barcelone, avaient pour but d'encourager le commerce déjà important entre les deux États. À cette fin, le roi d'Aragon interdisait aux pirates catalans d'attaquer les navires et les ports des Ziyanides. Il est aussi probable qu'on se mit d'accord sur les procédures de l'immigration au Maghreb des musulmans de Castille et de Valencia qui eut lieu en 1258. Les fameuses immigrations organisées, on les appelle, en échange de la libération et du rapatriement des Catalans prisonniers dans le sultanat. Il semble aussi que très tôt, Jacques le Conquérant ait utilisé la présence dans le sultanat, les marchands catalans et les mercenaires catalans employés par Yarmour Hassan pour étendre son influence politique et financière à Tlemcen. En 1265-1267, Al-Qaïd, chef de la communauté catalane, vous vous rappelez avec Hilal Catalani, donc c'était lui, le chef de la communauté catalane de Tlemcen, était également le chef officiel de tous les chrétiens, civils et militaires des territoires de Abdul-Wahid, formule qui avait clairement pour but de contrôler ou d'éliminer les Italiens et les autres marchands rivaux. L'opposition de Jeanne de Pise et Abdul-Wahid eux-mêmes amena le roi d'Aragon à abandonner ses prétentions en 272, mais il paraît que la même année, Yarmour Hassan accepta de verser certaines sommes à la couronne d'Aragon par le moyen d'un présent annuel
par le reversement d'une partie des droits de douane payés par les marchands catalans de le sultanat. En fait, cela représentait un tribut annuel payé par les Abdelwadid qui obtenait en retour de privilèges, la paix et de paisibles échanges commerciaux avec l'Aragon. Mais c'est vrai que vous vous rappelez très bien que j'ai parlé de Hilal Qatalani, on a parlé Al-Qaïd, c'était le chef des rois les Catalans de Tlemcen, il avait les chrétiens de l'armée, la garde rapprochée, donc il a failli, j'ai déjà indiqué ça, il a failli se faire assassiner par l'un d'entre eux, à côté de Bab al-Qarmadin. Et donc, ce qui prouve aussi la tolérance et l'ouverture d'esprit de Morasem Ben Ziyan, et donc il les a intégrés, il les a intégrés dans le pouvoir, il les a intégrés au niveau de toutes les couches, où là, tu as la société, où là, tu as l'administration. Donc là, encore une fois, ça met l'accent sur les relations diplomatiques ou les stratégies que Hermoras Ibn Ziyan a utilisées afin d'établir, afin de fortifier, afin de solidifier sa dynastie, mettre l'accent mettre la lumière sur l'intelligence d'Hermoras Ibn Ziyan. Donc, après la mort de Jacques le Conquérant, les rapports avec Tlemcen demeurèrent à peu près inchangés sous le règne de Pierre III, sans succession. Le nouveau roi, après un échange d'ambassadeurs, fit en 1270 un traité avec Hermorasen qui acceptait de payer un tribut annuel de 2000 dinars d'or à la couronne d'Aragon, et sans que ce tribut était complètement indépendant du versement des droits de douane. Le tribut cependant ne fut pas payé régulièrement, ce qui est peut-être la liaison principale des hostilités périodiques qui éclataient entre les deux pays. Néanmoins, après la mort de Hermorasen, le nouveau sultan, Abu Saïd Othman, rappelez-vous celui qui a subi le premier choc, le premier siège, renouvela le traité d'amitié avec Pierre III en 1285. L'accession au trône d'Alphonse III fournit l'occasion de nouvelles négociations entre Aragon et Tlemcen, et ces négociations aboutirent au fameux traité de 1282, le premier traité entre deux États dont le texte nous soit connu. Il couvrait plusieurs aspects des relations entre les deux États, relations commerciales, financières et aspects et politiques, mais la clause concernant les relations commerciales était capitale. Donc ce qui est très important, et là je vous le souligne, le port officiellement reconnu pour le commerce catalan était Oran, où un agent du roi était habilité à percevoir et à verser à la couronne d'Aragon 50% des droits d'importation payés par tous les marchands chrétiens à Oran et dans tous les autres ports du sultanat. Cette procédure semble avoir remplacé l'idée d'un tribut annuel fixe. Le traité marqua le plus haut point de la pénétration catalane dans le sultanat. Il représentait une victoire évidente sur les intérêts commerciaux des autres États chrétiens, en particulier sur les Italiens, et une certaine perte d'indépendance économique du côté Abdelwadid. Donc là, c'est très important parce que vous vous rappelez, j'ai déjà parlé sur le port d'Oran et je l'ai dit que le port d'Oran, il était pseudo-indépendant du sultanat zianide. Mais vu que le port d'Oran, il commerçait, ou là, il faisait beaucoup de commerce d'import-export avec le sultanat, avec Aragon et l'Espagne, donc il fallait réfléchir à une politique qui soit avantageuse pour les deux, et surtout parce que c'était Abu Saïd Othman, c'était la période où il allait subir le siège, donc il fallait un petit peu céder de ses droits. C'est-à-dire, Abu Saïd Othman, il négociait pas trop parce qu'il n'était pas en position de force, parce qu'il était aussi sous pression. Les Banu Merin du côté de Fès, mais aussi des autres tribus. Donc d'un côté, il cherchait à tout prix stabiliser son État, gagner l'amitié et surtout assurer une paix paisible au niveau du commerce qui permettra de prospérer et de fortifier l'État zianide. Donc voilà, ça c'est à peu près... je vais vous citer aussi la partie où ce qui s'est passé, c'est-à-dire directement avant le siège de Tlemcen, l'impact du siège de Tlemcen sur ses relations diplomatiques, l'État zianide et espagnol. Donc Jacques II, qui devint roi en 1292, tenta plusieurs fois de conclure un traité avec le sultan de Tlemcen, Abu Saïd Othman, mais toutes ces tentatives aboutirent à des échecs et le nouveau roi ne parvient pas à renforcer davantage la pénétration économique des Catalans dans le sultanat, ni à faire de l'État zianide une
satellites politiques. Néanmoins, même sans l'aide d'un traité de Bonn et en bonne et due forme, les liens entre les deux États étaient si nombreux et variés que malgré le retour périodique des hostilités de relations amicales se rétablissaient rapidement. Donc, les marchandises les plus importantes dans le commerce des marchands catalans à Tlemcen étaient les tissus de laine et la toile fabriquée en Aragon, en France et dans les Flandres. Les autres importations comprenaient des épices, de l'indigo et du coton importés du Moyen-Orient par les marchands de Barcelone et de Majorque, des petits objets de verre, des bijoux et de la quincaillerie. Une partie de ces articles étaient alors revendus en Afrique subsaharienne par des marchands juifs et arabes, du plomb, du cuivre, du sel, de l'huile, du vin et des fruits secs, quoique pour plusieurs des fruits importés fussent aussi produits à l'intérieur du sultanat de Tlemcen. Les exportations du sultanat vers Aragon et les autres pays européens comprenaient de l'or de l'Afrique subsaharienne que les Catalans européens comprenaient de l'or de l'Afrique subsaharienne que les Catalans utilisaient pour acheter des produits en provenance du Moyen-Orient, des esclaves de l'Afrique subsaharienne et des territoires Abdelwadi, du grain, des peaux de laine, de cuir et des dattes produits du sultanat. Donc la capitale zianite, Tlemcen, devint en fait un marché florissant pour le négoce international. Les produits de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb central y étaient centralisés pour l'exportation vers l'Europe et les produits de l'Europe et de l'Est de la Méditerranée y étaient redistribués aux autres régions du sultanat et aux États placés au sud du Sahara. Donc voilà, ça c'était une image, ou là peut-être comme quelques informations pour comprendre un petit peu le commerce de Tlemcen et pourquoi Tlemcen était une ville si importante, ce qui explique aussi le siège de Tlemcen par les Mérinides, le premier siège 1299-1377, donc là où ils voulaient faire une Mansoura afin d'éclipser Tlemcen et surtout contrôler le commerce subsaharien. Donc j'ai déjà détaillé ça dans l'ancienne vidéo lors du premier siège. Là je vous ai donné des informations concrètes, des chiffres, des noms, des types de marchandises qui ont été utilisés ou là échangés entre les Européens et Tlemcen, ce qui explique la prospérité de l'État zianide et notamment sa capitale tlemcenienne. Donc voilà, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va aussi continuer dans ce genre de relations diplomatiques entre Tlemcen et l'Europe. Peut-être on va aborder un autre aspect, à savoir les principales. Donc là, vous voyez bien que ce genre d'article, là, ce genre d'écrit que j'ai choisi pour vous, c'est Zama Hajam Leha parce que il nous explique à l'âge l'État zianide, quels étaient les facteurs qui ont permis la naissance de l'État zianide. Donc là, on peut conclure que c'était Al-Murasib ibn Ziyad, son intelligence, il était vaillant, il était très ouvert aux communications, il était un visionnaire, vu qu'il a lancé le commerce, il a envoyé des émissaires et des ambassadeurs auprès des autres États européens, mais aussi ce qui était intelligent de sa part, c'est que dans ce genre de négociations, il pouvait aussi assurer la sécurité les réfugiés ou les exilés ou ceux qui ont été chassés par la Reconquista. Donc c'était très intelligent, c'était un stratège militaire mais aussi économique et politique. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur c'est le commerce, les relations, les bonnes relations diplomatiques avec les États, elles étaient saines et surtout avantageuses pour les deux, ce qui a aussi permis la naissance et la stabilité du sultanat zianide. Donc aussi, ça montre, ces informations montrent la supériorité de l'État zianide sur l'État mérinide et pourquoi l'État mérinide était toujours jaloux. Là, c'était son obsession, il voulait acquérir Tlemcen parce que Tlemcen ne pouvait pas laisser une telle ville importante à tous les niveaux lui échapper entre les mains. Voilà, donc la semaine prochaine, on abordera un autre sujet, Inch'Allah. Donc, merci pour vos questions, merci pour vos interactions, merci pour vos messages, ça me touche vraiment. Et je vous dis, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Salam alaikum et filaman. Au revoir.